Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode en compagnie de Nicolas. Nicolas qui est docteur en génie des procédés et actuellement en post-doctorat. Il va nous parler un peu plus de sa thèse et de sa passion pour son sujet, de sa passion scientifique qui l'a poussé à se lancer dans un doctorat. Il nous donnera également ses conseils pour mieux vivre notre thèse, pour mieux vivre notre après-thèse. Et enfin, on parlera un peu du monde de la recherche et de la poursuite de carrière en carrière académique. Je vous souhaite une très bonne écoute. À tout de suite. Bonjour Nicolas, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ton doctorat, j'aimerais que, comme tous les autres invités, tu puisses nous raconter un peu ton parcours scolaire et comment tu t'es retrouvé à faire ta thèse, comment tu t'es retrouvé dans un doctorat. Est-ce que c'était une volonté profonde de ta part ou est-ce que les portes se sont ouvertes et tu t'es dit pourquoi pas? Alors moi, le parcours, ça a été alors le début très classique, un bac général scientifique. Et après, j'avais plusieurs envies. Mon envie, c'était plutôt de partir côté soit chimie, soit biologie, qui étaient les matières qui me plaisaient le plus durant les années de lycée. J'ai fini par me retrouver à l'UTC, qui est une école d'ingénieurs généralistes, et qui avait comme caractéristique le fait de pouvoir beaucoup choisir ses matières, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une année avec un ensemble de matières qu'on devait prendre, c'était vraiment à la carte. Donc durant l'UTC, j'ai découvert les procédés industriels avec toutes les matières comme la thermodynamique, la mécanique des fluides, ce qui a déjà été première un peu aux réorientations par rapport à mes envies que j'avais au tout début, parce que ce sont des matières qu'on ne fait que très peu, qu'on découvre que très peu au lycée, donc tant qu'on ne sait pas qu'elles existent, on peut pas forcément développer d'envie ou de passion ou de s'imaginer faire ce genre de choses plus tard. Et après, un deuxième élément qui m'a un peu fait me réorienter par rapport à mes envies de base, ça a été le fait de commencer à travailler avec l'outil numérique pour les résolutions de calculs scientifiques. Donc c'était des matières qui étaient un peu à part, mais qui m'ont beaucoup plu et sur lequel je me suis un peu focalisé. Pour l'aspect recherche, ça faisait, on va dire que dès que j'étais en primaire, je me rappelle avoir dit à mes parents que j'avais envie de faire scientifique. Donc ça fait un peu pompeux, au final ça aurait pu très bien ne pas du tout arriver, mais c'est quelque chose, une idée qui m'a un peu toujours suivi. Et malgré le fait d'être allé dans une école d'ingénieur où, même si on peut continuer en thèse, c'est pas forcément la voie royale. Il me semble, à l'époque en tout cas, c'était à peu près 4% des ingénieurs qui continuaient en thèse, ce qui est pas non plus un nombre hallucinant. J'ai commencé à me renseigner plutôt vers la fin de l'école d'ingénieur sur les enseignants-chercheurs de l'école, sur les processus de recherche. J'ai fait mon stage, un premier stage où c'était donc dans le privé, mais dans une petite usine où il y avait, en fait, c'était une usine de prototypage. Donc, c'était une start-up qui était en train de grandir, qui avait fait sa première usine pour faire démonstrateur industriel et qui avait vraiment un lien assez fort entre l'aspect production industrielle et l'aspect recherche et R&D. Donc, ça m'a déjà mis un peu en position entre l'aspect industrie et l'aspect recherche. Et mon stage de fin d'études, ça a été dans le laboratoire de l'école même, entre le laboratoire de l'école même et une petite entreprise qui faisait du développement technologique. Et donc, c'était sur des problématiques de recherche. J'étais vraiment entre les deux sur un projet de recherche qui était développé par la boîte, qui sous-traitait une partie de l'expérimental et de la maîtrise de modélisation à l'école. Donc ça a été un peu, voilà, tout première partie de mon parcours, on va dire,
l'aspect jusque bac+5, ça a été celle-ci. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher une thèse. Alors, la thèse, c'est parce que tu en avais déjà entendu beaucoup parler ou c'est toi-même qui t'es informé? Est-ce que au sein de ta formation, vous en parlez beaucoup du doctorat? Alors, on nous en parlait un peu, c'est pas le cas de toutes les écoles, mais un certain nombre, nos enseignants étaient des enseignants-chercheurs, et il y a un laboratoire à l'UTC, donc avec une activité de recherche. Il y avait pas mal de liens qui étaient faits, en particulier des matières qui s'appelaient des projets de recherche, qui se faisaient soit durant l'intersemestre, donc c'était 2 mois où c'était quasiment du temps plein, sur lequel on aidait des chercheurs sur leurs problématiques, avec un sujet qui était cohérent et qu'on menait quand même un peu, n'était pas juste petite main, c'était un projet cohérent. Soit qui se faisait donc sur 2 mois un peu intensif, soit ce qui se faisait 6 mois, dans lequel on avait quelques heures par semaine à être dans les laboratoires, à manipuler un peu les paillasses ou à faire de la modélisation. Donc ça m'a déjà permis de me mettre un peu en contact avec la recherche. Et après, durant le stage de fin d'études où j'étais en contact avec des doctorants directement, et donc on avait, voilà, j'ai quand même été bien mis au courant. Et il y avait aussi des événements comme la nuit de la recherche qui se faisait, où après les cours, on avait une soirée dans laquelle on allait dans les différents laboratoires de l'école avec des enseignants-chercheurs ou des doctorants qui nous parlaient de leurs recherches et sur lequel on pouvait un peu discuter et connaître un peu mieux cette formation. Donc, tu savais dans quoi tu t'embarquais, quoi. Ouais, je savais vraiment où je mettais les pieds. Et en ayant été en contact avec des doctorants durant le stage de fin d'études, j'avais déjà une petite idée des difficultés, j'étais pas en train de fantasmer non plus la recherche comme ça peut arriver. C'était vraiment, voilà, j'avais une idée des difficultés, c'était quelque chose qui me donnait envie et je savais où je mettais les pieds. Ça te faisait pas Et trop d'ailleurs, peur? alors si, un peu, mais déjà, quand je regardais un peu les différents stages qui étaient proposés, les types de métiers sur lesquels les copains étaient partis, pour être honnête, ça me faisait absolument pas envie. J'avais absolument pas envie de partir dans ces métiers-là. J'avais des compétences scientifiques qui étaient pas forcément celles qu'on peut acquérir en master, mais qui étaient quand même des bases assez solides. Et en fait, les seuls sujets qui pouvaient m'intéresser, c'était des sujets qui étaient assez orientés R&D, enfin voilà, c'était vraiment les choses qui m'intéressaient avaient tout en lien avec la recherche. Donc j'avais un petit peu peur et en même temps, en tout cas à ce moment-là, je voyais pas trop d'alternatives qui me convenaient. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton sujet de thèse? À quoi ressemblait le quotidien de ton doctorat? Qu'est-ce que tu faisais? Et que tu nous dises un peu plus généralement, comment tu as vécu ta thèse? Alors ma thèse, ça a été plutôt une bonne période, sauf peut-être la dernière année avec la rédaction, mais ça je pense que c'est un peu, c'est un peu tout le monde. Mon sujet de thèse, alors le titre complet, si je m'en souviens, c'était «Optimisation d'échangeurs de chaleur à film ruisselant». Alors ça fait un peu, bon, comme tous les sujets de thèse, c'est très long et puis ça nous dit pas forcément grand-chose. En gros, c'était de la mécanique des fluides, et c'était comprendre comment passer les transferts de chaleur au travers d'un film d'eau plus ou moins fin. Et c'est un système physique en fait qui se déstabilise. Donc on a des vaguelettes qui vont apparaître le long de l'écoulement de ce film d'eau, et la présence de ces vaguelettes vont améliorer les transferts de chaleur ou de masse. Et ça, c'est un phénomène qu'on utilise beaucoup en industrie, donc dans les échangeurs de chaleur, depuis un certain temps, mais sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que ces vaguelettes apparaissaient. Donc ça, c'est une problématique de recherche qui a déjà bien été entamée, et maintenant on comprend beaucoup mieux pourquoi ces instabilités. Et surtout, pourquoi est-ce que ces instabilités hydrodynamiques améliorent les transferts de chaleur? Ça, c'est la question ouverte, qui est d'ailleurs, après ces 3 ans de thèse, absolument pas répondue. Comme souvent dans la recherche, il y a un peu le camp de l'expérimental versus le camp du numérique. Et à chaque fois, la volonté plus ou moins officielle de faire les deux autant que possible. Donc moi, j'étais plutôt sur le côté modélisation numérique, et je devais faire un peu d'expérimental pour valider les résultats, chose qui ne s'est pas fait parce que des contraintes, parce que la vie. Parce qu'à la base, je devais travailler sur des installations dont la seule personne formée pour manipuler l'installation et qui pouvait me former moi après à l'utiliser,
est parti en arrêt maladie, puis a démissionné. Et donc, il n'y avait plus personne pour me former, sachant que ce banc expérimental était au CEA dans un bâtiment sur lequel il y avait beaucoup d'expérience au même moment, que c'était pas considéré comme prioritaire et que ça a été mis de côté. Et par rapport, en fait, les différents techniciens qui auraient pu reprendre la machine pour pouvoir me former dessus, en fait, étaient complètement débordés. On a mis la problématique expérimentale de côté. Et c'était pas plus mal, puisqu'on avait largement assez de travail déjà sur la modélisation, et que ça aurait été une campagne expérimentale qui avait déjà été réalisée par un autre doctorant et par un stagiaire après lui. On n'aurait pas forcément fait beaucoup de neuf, et ça aurait été juste histoire de dire qu'on ait fait de l'expérimental durant la thèse. Déjà, vu la quantité de travail qu'on a eu, bon, ça n'a pas été plus mal de pas le faire. Et donc, je n'ai fait que du numérique durant cette thèse. Tu n'as pas ressenti trop de frustration justement de faire beaucoup de numérique, parce que faire une thèse en numérique, on va dire en tout cas travailler sur un ordinateur, ça a des avantages et des inconvénients quand même. L'avantage, c'est que forcément, par exemple, quand tu n'es pas dépendant de manip expérimentale, tu n'es pas dépendant de matière vivante ou de sujets, etc. Mais c'est quand même assez solitaire, quoi. Enfin, comment tu l'as vécu ? Alors, c'est vrai que mon stage de fin d'études, par exemple, j'avais vraiment un équilibre entre les deux, où je faisais à la fois de la modélisation et de l'expérimental. Et il y avait un côté vraiment agréable quand on bloquait sur son code d'avancer sur sa manip, de sortir le marteau et puis de taper dessus. Là, c'était pas le cas. Mais à côté, il faut savoir que j'ai développé une très grande affinité avec l'outil numérique, et en particulier la résolution de problématiques scientifiques avec l'outil numérique. Et je me suis aussi beaucoup mis à aider les collègues, les autres doctorants, les postdocs sur leurs problématiques. Et en fait, j'étais absolument pas solitaire. Donc ça, voilà, on discutait avec plusieurs sur ce genre de problématiques. J'ai aidé à former pas mal de personnes dans le laboratoire aux outils numériques. Je me suis pas senti tout seul du tout, d'autant plus que mon encadrant mon directeur de thèse était pas distant du tout. Je pouvais le voir 2-3 fois dans la semaine. Si j'avais un problème, je pouvais toquer à sa porte et puis discuter avec lui. Donc j'ai pas du tout été isolé. En tout cas, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta relation avec ton équipe encadrante et plus généralement ton laboratoire ? Comment ça s'est passé ? Avec mon équipe encadrante, assez bien. En fait, c'était comme on avait un pan expérimental qui était au CEA, j'avais dans mon encadrement une partie qui était du CEA et qui était vraiment expérimentateur. Alors, il faut dire qu'avec eux, j'avais des très bonnes relations, mais qu'on n'a pas beaucoup travaillé ensemble. Déjà, on n'était pas dans la même ville, que quand l'aspect expérimental est un peu parti, on pouvait discuter des problématiques physiques, ça nous remettait un peu les pieds dans le concret, mais à la fin, ça s'est pas mal fini par... ils ont relu la thèse, ils ont fait un bon travail de relecture, mais pas du tout... c'est pas du tout eux qui m'ont dirigé sur l'aspect scientifique. Avec mon encadrant principal, par contre, on a de très bonnes relations. D'ailleurs, j'ai continué à travailler pendant 3 ans avec lui, parce que c'était aussi très agréable de discuter, de travailler avec lui. Et dès l'embauche, il m'a annoncé qu'il cherchait pas à avoir un étudiant, il cherchait à avoir un collègue. Et donc, on a très vite discuté ensemble, on a très vite fait en sorte que nos qualités et nos défauts se compensent, on va dire. Et on a vraiment travaillé ensemble. La publication que j'ai faite avec lui, ça a été un travail à 4 mains, dans lequel c'était vraiment un travail ensemble. C'était pas lui qui supervisait mon travail. Qui est, voilà, pour moi, ça a été un très très bon point dans ma thèse. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Je sais que c'est pas le cas forcément de tout le monde. Par contre, au niveau du laboratoire, c'est un peu différent, puisque historiquement, mon laboratoire, ça a été la réunion de 3 ou 4 laboratoires à l'origine. Et on sent qu'il y a des équipes très différentes qui discutent pas forcément énormément ensemble, et que ça impacte beaucoup à la fois l'émulsion scientifique et l'animation scientifique du laboratoire, puisque quand on a des séminaires sur un sujet, en fait, on a une bonne partie du laboratoire qui est très loin de ce sujet-là. Et que ça peut faire perdre un peu de motivation dans le laboratoire. C'est un aspect que j'ai pas particulièrement aimé. Autant j'avais de très bonnes relations, j'ai globalement de bonnes relations avec tout le monde, mais
Scientifiquement, je me suis beaucoup amusé avec les autres doctorants et les postdocs, mais avec les permanents beaucoup moins, puisque tout le monde, enfin, en particulier chez les permanents, tout le monde était un peu dans son coin. Bah, ça malheureusement enfin malheureusement, ça dépend, du laboratoire, hein, et on ne le dira jamais assez, avant tout de postuler pour un sujet, c'est important, voire primordial de mon point de vue, de aussi se renseigner sur, le laboratoire, sur l'ambiance générale et bien évidemment sur l'équipe encadrante, quoi. Oui, bien sûr. Et si j'avais le choix, je referais, enfin, je reviendrais dans ce laboratoire parce que ce qui était important, c'était vraiment mon encadrement qui était vraiment extraordinaire. Alors, comment ça se Alors, passait pour toi, les à côté de ton doctorat? Donc quand je parle à côté, je parle, par exemple, quels ont été les choix de tes formations doctorales? Qu'est-ce que tu as fait, en même temps que ta thèse? Ou au contraire, est-ce que tu étais vraiment, focus, dans ta thèse? Est-ce que tu as fait beaucoup de publications ou pas? Est-ce que tu as beaucoup communiqué ou pas? Parce qu'on sait que selon le sujet, on peut être contraint à moins communiquer. Comment ça s'est passé tout ça pour toi? bon, il y avait déjà les à côté, on va pas se mentir, je suis arrivé à Chambéry, qui est une très belle ville juste à côté de la montagne. Les premières années, j'en ai quand même pas mal profité. En fait, on a l'avantage en thèse d'être assez libre au niveau des horaires, donc autant ça m'arrivait régulièrement de travailler le week-end, autant c'est arrivé de partir relativement tôt un après-midi pour profiter un peu de la montagne, pour pouvoir, et ça a été, voilà, ça a été un très bon point qui permettait aussi de se sortir un peu de la tête des problématiques scientifiques, ce qui parfois peut faire pas mal de bien. Après sur le reste, alors j'ai fait pas mal de donc j'ai été représentant du laboratoire, en tant que représentant des non permanents, une première fois en deuxième année de thèse et une deuxième fois en tant que postdoc. Donc ça a permis de voir un peu ce qui se passait dans les entrailles, du laboratoire. Ça a été très intéressant. J'ai fait aussi représentant doctorant à l'école doc. Donc pareil, c'était assez intéressant et comme l'école doc est une école doc qui est située entre, alors il y a 2 sites, à proximité de Chambéry, plus Annecy, et ben c'était, des personnes qui étaient pas forcément du tout du même laboratoire, ni du même domaine, ni même de la même ville, et ça a permis de rencontrer pas mal de gens, ça a été assez intéressant. Ça a été, et un petit travail d'organisation puisque, en fait, ce qui m'a fait être représentant doctorant à l'école doctorale, ça a été l'organisation de la journée des doctorants de l'ED. Et ça se fait souvent comme ça, on rencontre des gens, durant cette organisation et puis on dit: «Tiens, on va monter une liste». On a monté une liste et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Après, il y a eu aussi beaucoup alors j'ai pas fait beaucoup de publications, j'ai pas publié durant mon doctorat, j'ai publié après, puisqu'en fait nos problèmes de modélisation alors on aurait pu écrire une publication, histoire d'en écrire une, mais ça aurait pas été une publication intéressante, puisque nos modèles étaient vraiment pas aboutis, qu'on a eu plein de problématiques, qu'on a vraiment travaillé, que le chemin était très intéressant. Le résultat pas tant que ça, et que dans les publications scientifiques, c'est pas forcément le chemin qui importe malheureusement. Il faut quand même avoir un résultat qui se tienne et qui soit un peu costaud. Donc, j'ai mis 1 an et demi après la fin de mon doc à publier un papier dont je suis assez fier, qui a vraiment des résultats intéressants, mais voilà, on a, avec mon encadrant, préféré, ne pas publier pour ajouter une publication au compteur, mais avoir vraiment un travail, voilà, dont on pouvait être fier. Mais par contre, j'ai fait beaucoup, beaucoup de conférences. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça se passe dans ton domaine? Donc, bon, bah, comment tu qualifies ton domaine? Informatique, numérique? Enfin, comment tu le qualifies? Le laboratoire, c'est plus de, sciences de l'ingénierie, OK, puisque c'est OK. beaucoup de l'énergie. En fait, c'est beaucoup de l'énergétique. Moi, j'étais un peu à part et d'ailleurs mon encadrant aussi là-dedans, puisque nous, notre problématique, c'est, bon, il y a on est entre différents domaines, mais c'est de la modélisation de systèmes physiques et en particulier de mécanique des fluides et de thermique. Mais par contre, le laboratoire, lui, c'est vraiment il y a un peu de tout. C'est tout ce qui a trait à l'énergétique dans le bâtiment. Donc c'est très large, et il y a, des gens qui font de la mécanique, de la résistance des matériaux, il y a des procédés industriels,
Il y a de la thermique du bâtiment, il y a du traitement de l'air aussi, de qualité de l'air intérieur. Il y a énormément de choses. Donc, tu disais que tu faisais beaucoup de communication. Donc, dans ton domaine, il y a beaucoup d'appels à communication. Comment ça se passe? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal et mon directeur de thèse avait entre guillemets, une très bonne communauté et savait vraiment comment maintenir des liens sur l'aspect scientifique. Et on a participé à un GDR, donc un groupement de recherche, si je dis pas de bêtises, géré par le CNRS et donc dont la personne qui s'occupait de celui-ci, c'était Christian, donc mon directeur de thèse. Donc, on a eu l'occasion de visiter le laboratoire des différents participants. On avait tous les ans une réunion dans un centre CNRS dans lequel on pouvait. Donc, les GDR, c'est vraiment quelque chose. Alors, voilà, si en tant que doctorant, vous avez l'occasion de pouvoir participer à un GDR, faut le faire. Parce que c'est vraiment là où va y avoir les experts du domaine et vous allez pouvoir discuter, présenter vos travaux dans un milieu qui sera assez officieux. Donc la forme aura beaucoup moins d'importance, mais par contre, si jamais il y a des faiblesses dans votre recherche, des éléments qui vous manquent, on vous le fera remarquer et vous allez pouvoir discuter, essayer d'améliorer la situation. Là où d'autres grosses conférences, ce sera un peu plus du show et on présente un produit fini. On montre qu'on est là, on montre les recherches, mais il y aura beaucoup moins de discussions scientifiques intéressantes. Voilà. Les LGDR sont un très très bon format pour ça, en Ouais, particulier quand on commence. ça, je pense que c'est vraiment pluridomaine parce que, pareillement, les GDR, personnellement, tous ceux que j'ai fait dans mon domaine, j'adore ça. On est en petit comité. Souvent, il y a beaucoup de jeunes chercheurs. Et moi, je trouve que pendant les GDR et plus particulièrement pendant les confs, de toute façon, on est en petit comité et surtout avec des jeunes. Moi, c'est les meilleurs souvenirs que je garde, quoi. Oui. Les très grosses confs peuvent avoir leur intérêt, mais ça sert à rien d'en faire une quantité extraordinaire. Voilà, ça peut permettre de rencontrer un peu de monde, mais souvent on se noie dans le nombre de personnes. Et il faut savoir que souvent dans les grosses conférences, il va y avoir des symposiums thématiques, et en fait, on va présenter devant un nombre assez réduit de personnes. Je présentais devant plus de monde dans le GDR que dans les grosses conférences de mécanique, parce qu'au final, on se retrouvait dans des sessions dans lesquelles il y avait 20 personnes en face de nous, rarement plus, parce qu'on est sur un domaine de niche. Au niveau des conférences, j'ai effectivement bien aimé les petites conférences spécialisées, les GDR, les grosses conférences un peu plus générales. Ça peut avoir son intérêt, mais scientifiquement, c'est pas là où je me suis le plus amusé. Alors, tu nous as parlé un peu d'articles après ta thèse. Comment ça s'est passé pour toi, ton après-doctorat? Est-ce que tu avais les idées déjà bien claires en première, deuxième, troisième année? Est-ce que ça a été très difficile et c'est que vers la fin que tu as un peu trouvé ta voie? Et puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, durant les premières années, on se dit qu'on aimerait bien continuer en recherche, on se rend bien compte que c'est pas forcément si évident. Assez rapidement, je pense, à partir de la deuxième année, comme je disais, j'ai passé pas mal de temps à aider les collègues sur leurs problématiques. En fait, ce vers quoi je me dirige actuellement, je me suis rendu compte à partir de ma deuxième année que je voulais faire ce type de métier, c'est des postes d'ingé de recherche. Donc les postes d'ingénieur de recherche, ça va être un poste dans lequel on va apporter les outils qui permettent de répondre à des problématiques scientifiques, mais pas en tant que simple exécutant, mais vraiment en tant que partie prenante du processus de recherche. Sur l'aspect numérique, ça va être par exemple faire une veille sur les outils numériques qui vont permettre de résoudre certaines classes de problèmes. Ça va être développer des nouvelles méthodes si jamais il y a une nécessité dans le laboratoire dans lequel on est. Ça va être potentiellement mettre en place des plateformes, expérimentales pour ceux qui font de l'expérimental ou numérique pour ceux qui font du numérique. Par exemple, mettre en place un cluster pour le laboratoire, un cluster de calcul. Ça va être tout ce travail qui va être autour de la recherche, mais qui va être pas forcément le travail de l'enseignant-chercheur ou du chargé de recherche même. Et en fait, ça correspond à ce que j'aimais le faire le plus durant ma thèse et à ce que j'ai fait j'ai fait 3 années de postdoc
Donc j'ai eu beaucoup de chance dans le postdoc, c'est comme je disais, je m'entendais très bien avec mon directeur de thèse et il a récupéré juste, à la fin de ma thèse, une ANR, donc un gros projet sur lequel il devait avoir à la base un nouveau doctorant, mais il n'a pas pu recruter de doctorant. Donc les 3 ans de doctorat se sont transformés en 2 ans de postdoc. Et un projet européen sur lequel il avait aussi au début un postdoc, mais qui a eu un poste. Et donc j'ai pu récupérer la fin et travailler sur les problématiques. Donc sur des problématiques qui étaient l'ANR était très proche de mon sujet de thèse, le projet européen un peu moins, mais dans le même type de domaine avec les mêmes types de compétences. Donc j'ai vraiment pu continuer à travailler avec lui sur des problématiques qui étaient très intéressantes. Là, je vais pas tarder à terminer cette période de ma carrière et puis faire un peu autre chose, mais voilà, j'ai pu avoir donc ce qui était formellement des post-docs, mais 3 ans dans lequel j'ai fait du travail d'ingénieur de recherche heu, pour mon ancien directeur de thèse. Et c'est vraiment le type de métier ou le type d'approche qui me plaît le plus. Plus le temps passe, plus je me dis que le poste d'enseignant-chercheur n'est pas un poste qui me fait vraiment envie. Ouais, et puis c'est pas du tout ce que tu imaginais, au départ, quoi, au départ de ton doctorat? Alors si, mais je ressentais pas autant les contraintes comme je peux le ressentir maintenant. La charge de travail, sur l'aspect enseignement, c'est pas le cas de tous les laboratoires, mais il y a quand même beaucoup de laboratoires dans lesquels les enseignants-chercheurs font beaucoup plus que leurs heures. Heu, je crois que chez nous, ça doit être au minimum, ça doit être, 1 fois et demie la charge d'enseignement. Certains montent plus que ça. Il y a vraiment un souci de nombre de postes et comme il faut enseigner puisque, il y a des il y a des envies, enfin il y a des demandes de côté des écoles, de côté des étudiants qui sont là et ben, on va plus rogner sur la part de la recherche pour pouvoir, faire l'enseignement et donc les enseignants-chercheurs sont, vraiment sous une pression assez importante sur les charges d'enseignement. En tout cas dans notre, donc il y a cet aspect-là, donc qui était une contrainte qui est quand même assez forte et de plus en plus avec les contraintes, et les types de métriques qui sont favorisés dans les laboratoires et ben, la recherche devient beaucoup de la gestion de projet, de la gestion de recherche, ce qui est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors je sais que beaucoup d'enseignants-chercheurs arrivent à faire de la recherche quand même, mais c'est quand même, voilà, c'est pas du tout évident et quand je vois les permanents, du laboratoire et ben, en fait, il y en a très peu qui ont le temps, de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et ça, c'est quelque chose qui me manquerait vraiment beaucoup. Tu te vois où dans 5 ans, imaginons? Bah, si possible avec un poste d'ingé de recherche, autant espérons-le un poste permanent. Je sais j'ai pas vraiment de préférence entre un laboratoire universitaire ou par exemple un institut type, INRIA, CEA ou ce genre de choses et autant que possible, être là pour pouvoir au maximum aider des chercheurs à pouvoir faire leur travail, travailler avec eux pour répondre à des problématiques scientifiques intéressantes. Alors pour terminer, ce podcast, on arrive déjà à la fin. Est-ce que tu pourrais nous partager des conseils, maintenant que, voilà, tu as quand même, de l'expérience, tu as, du recul, des conseils pour des étudiants, étudiantes qui, ne savent pas trop quoi faire avec leur master, qui envisagent, pas forcément le doctorat et plus généralement, si tu avais des conseils à des, doctorants ou doctorantes, qui sont actuellement en doctorat? Alors c'est assez large les conseils, j'en ai plein. Je pense que l'élément le plus important, c'est de ne pas fantasmer ni la science ni la recherche. C'est un domaine qui est très intéressant, qui est passionnant, mais qui peut être assez dur et on essaie de changer ça au maximum. Il y a beaucoup de mentalités à changer et il faut avoir conscience que les enseignants-chercheurs, ce qui est quand on est en master, vos enseignants, sont des êtres humains avec leurs qualités, avec leurs défauts, que la recherche est un métier, avec des très bons moments et des moments qui sont plus difficiles, et qu'on a eu, c'est de moins en moins le cas, heureusement, mais beaucoup trop de personnes qui se sont mis dans un état de mal-être, extraordinaire,
parce qu'on leur en demandait trop sur l'autel, le saint autel de la science. Votre personne n'est pas moins importante que ce métier-là ou que la science d'une façon générale. Et pour que ça reste une activité passionnante, il faut aussi faire attention à soi. Parce que c'est très facile de glisser dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est avec assez peu de contraintes formelles, mais avec beaucoup de contraintes que l'on s'impose à soi-même ou que l'on impose à d'autres, même de façon involontaire. C'est bien vrai tout ça. Merci à toi Nicolas pour cet échange, merci pour ce retour d'expérience et puis on te souhaite tout le meilleur dans la poursuite de tes aventures post-bac, de tes aventures post-doctorat. C'est aussi des aventures post-bac d'une certaine Oui, façon. c'est vrai. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Alors, petit teasing, donc lundi, on pourra retrouver la 2e émission du Doctorat part en live avec des super invités. On va parler rédaction, on va parler poursuite de carrière, on va parler contrats doctoraux, etc. Et j'ai également une autre annonce à vous faire, je tease un petit peu, mais la dernière semaine d'avril, début mai, il y aura un live un peu spécial, plutôt orienté pour les étudiants. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à suivre mes réseaux sociaux pour avoir des nouvelles très prochainement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Force et honneur.